l'histoire avec un grand H. Une réalité qui a marqué et inspiré bien des films, des livres, mais aussi des jeux vidéo. Et parmi les millénaires qui conduisent à nos jours, s'il y a bien une période à laquelle je ne pensais pas m'intéresser un jour, c'est bien l'Inquisition espagnole. Auparavant, il fallait des accords avec les éditeurs afin de sortir des jeux sur console et sur PC. Depuis quelques années, le jeu indépendant s'est fait une place de choix grâce à des plateformes comme Steam et Epic Games, offrant même parfois une expérience de AAA grâce à des campagnes de crowdfunding. Et si l'envie ne me manque pas de vous parler de Larian Studio et de son Baldur's Gate 3, aujourd'hui on va s'attaquer à Blasphemous, l'un des premiers jeux du studio The Game Kitchen, édité par Team 17, éditeur entre autres de la saga Worms. Sorti en décembre 2019, Blasphemous est le fruit de son public, avec un Kickstarter complété en moins de 24 heures et plus de 330 000 $ récoltés sur les 50 000 qui étaient demandés à la base. Le succès était déjà au rendez-vous 2 ans avant sa sortie officielle. Prenant place sur les terres de Custodia, une malédiction appelée le Miracle s'est répandue à travers le royaume et ses habitants. Le joueur incarne alors le Pénitent, l'unique survivant du massacre de son monastère, la confrérie du Chagrin Silencieux. On peut alors parcourir ce Metroidvania avec les 4 actions communes à ce type de jeu, l'attaque, la parade, l'esquive et le saut. Un système de combat simple, efficace, couplé à un platformer et un level design bien agencé. Et avant de vous expliquer les raisons pour lesquelles Blasphemous a remporté l'award du jeu indépendant de l'année en 2019 et celui du Best Art la même année, comme dans la dernière review de Life Goes On, et d'ailleurs merci pour son accueil, je vais compartimenter la vidéo en 4 points. Le gameplay, le graphisme, le sound design et le plaisir que j'ai pris à y jouer. Je vous ai déjà parlé des 4 actions possibles dans ce jeu, mais on va approfondir un peu. Déjà, je vous présente Mea Culpa, votre fidèle épée. Bien que vous commencez avec une simple attaque permettant de tuer les créatures qui vous barrent la route afin de récupérer leurs larmes, grâce à ces larmes, vous allez pouvoir acheter de nombreux objets qui vous serviront à augmenter votre vie, votre mana et globalement tous les classiques d'un build de RPG. Mais vous pouvez aussi améliorer votre arme et débloquer de nouvelles options pour vos combats. Et vous allez en avoir besoin. Taper sur des monstres, c'est bien, mais taper sur des murs, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de passages secrets tout au long de Blasphemous et j'avoue que l'un de mes easter eggs préférés, tous jeux confondus, se trouve derrière l'un d'eux. Bon, j'avoue, quand je parlais de 4 actions, j'ai menti. Non, j'ai menti. Comme d'hab. Même si pour moi ce sont les seules actions nécessaires pour compléter une run et terminer Blasphemous, il existe en vérité 2 autres actions. Les potions de soin, qui vous seront utiles plus d'une fois lors de votre partie, et n'oubliez pas qu'on est à l'époque de l'Inquisition, les prières. Il en existe une grande variété qui offre de nombreuses possibilités, que ce soit une protection nécessaire, un rayon ardent ou encore la maîtrise de la foudre. Tant que vous accumulez suffisamment de ferveur en récupérant des cierges et en punissant les créatures corrompues, vous pourrez user de ces pouvoirs divins. S'il y a bien une raison pour laquelle on se souvient de Blasphemous, c'est souvent pour ses combats de boss d'anthologie. Et s'il y a un boss que vous ne devez pas sous-estimer dans ce jeu, c'est le terrain. Plateforme qui se brise, vent qui vous fait chuter de plusieurs tableaux, terrain vaseux et j'en passe. Malgré le florilège de créatures plus puissantes, rapides ou juste casse-couilles en vrai, votre pire ennemi dans Blasphemous, ce sera vous. Surtout sur la quête des vitraux que je vous laisserai découvrir dans la souffrance puisque c'est le thème principal du jeu. En effet, il y a de nombreuses quêtes annexes et de nombreux PNJ que vous pourrez sauver du miracle qui continue de se répandre sur Custodia. Chacun de vos choix aura des conséquences qui pourront affecter les items obtenus et parfois même conduire à la mort de certains PNJ, vous empêchant d'atteindre le 100% si vous n'êtes pas attentif aux indices disséminés de par le monde. Reprenant l'esthétique de l'art religieux espagnol et notamment de l'iconographie de Séville, Enrique Cabeza, le directeur artistique, a confié s'être inspiré de nombreux peintres de cette période pendant le développement. Giuseppe de Ribera, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán et le plus marquant je trouve est l'inspiration de la procession des flagellants de Francisco de Goya. On peut y voir les jeux de lumière et de contraste qu'on va retrouver dans le jeu, une insistance sur le sang et la pureté, sur les atrocités commises au début du 19e siècle dans le sud de l'Espagne, la capirote, le chapeau pointu qu'arbore le pénitent durant son périple, est d'ailleurs un héritage de cette période, car il est porté par ceux condamnés par l'Inquisition, puis porté par certaines confréries de Séville lors des cérémonies publiques en signe d'humiliation. Une iconographie qui nous suit et qui imprègne l'entièreté du jeu, dans les dialogues, dans les personnages rencontrés, et qui est, je trouve, très bien représentée par le choix du pixel art et de la 2D. Offrant une composition proche de celle de réels tableaux avec plusieurs niveaux de décor pour créer de la profondeur, tout en s'incrustant parfaitement sans nuire au gameplay avec des éléments trop encombrants au premier plan. Les rares moments où de telles structures sont utilisées sont des moments sans ennemis ou pour créer une ambiance particulière d'étouffement dans des espaces confinés. Les combats sont par ailleurs marqués d'une identité propre, autant visuellement que auditivement,
Chaque ennemi possède un propre finish move pour l'achever, ainsi que son propre cri d'agonie. Et on ressent l'impact des coups qu'on bloque tant dans le sprite du personnage qui se met à trembler qu'au bruitage que l'on reconnaît entre 1000 après quelques heures de jeu. Et la musique. Cette musique. À la fois nostalgique, sombre avec une lueur d'espoir et une pointe de regret, le travail de Carlos Viola sur la trentaine de musiques qui accompagnent le premier Blasphemous et ses DLC fait partie des musiques qui m'ont le plus marqué dans les jeux, et qui me sont souvent restées en tête même après avoir éteint. Blasphemous n'est sûrement pas un jeu qui m'a laissé indifférent et encore moins spectateur. Un jeu qui nous prend du début à la fin et le premier depuis longtemps qui m'aura fait faire des nuits blanches dessus, surtout lors de ma première run. Les différentes mécaniques et quêtes secondaires nous font parcourir plusieurs fois les mêmes tableaux, mais en y découvrant de nouvelles choses à chaque fois à l'aide des nouveaux équipements qu'on aura accumulés. Des nouvelles plateformes, des objets cachés et aussi des nouveaux boss. Et encore beaucoup de choses que je vous laisserai découvrir. L'histoire principale est assez simple, mais pas rapide pour autant, d'autant plus si vous souhaitez compléter le 100%. D'ailleurs pour moi c'est justement ce late game que j'ai préféré, car une fois l'aventure finie, vous allez devoir tout recommencer. Car si vous avez terminé toutes les quêtes, trouvé tous les objets, vous allez rester bloqué autour des 98%. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fini le jeu. Ce serait trop facile, il faudra s'armer de courage et de persévérance pour recommencer, vous allez garder tous vos objets et vos améliorations, ne vous en faites pas, mais lorsque vous allez débuter cette nouvelle partie, vous devrez prêter un serment vous infligeant une pénalité, en plus d'une difficulté accrue. Seul ce serment vous permettra de débloquer une quête et un PNJ caché et de terminer vraiment le jeu. Par ailleurs, les développeurs ont ajouté ces dernières années 3 DLC complètement gratuits, avec de nouvelles quêtes, de nouvelles zones, de nouveaux boss, et double presque la durée du jeu. Le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Perso, moi j'y ai déjà joué sur Switch et sur PC, c'est une dinguerie dans les deux cas. Il coûte un peu moins de 25€, mais fait souvent l'objet de grosses réductions lors de soldes Steam ou sur des revendeurs de clés. Il est d'ailleurs évalué avec des retours très positifs sur la plateforme, et la note de 16 sur 20 sur jeuxvideo.com qui soulève une difficulté trop accrue et des allers-retours trop fréquents. Deux éléments qui pour moi font partie intégrante du jeu et dont on a connaissance avant de lancer le jeu, comme dans un Soul-like. Quant à moi, vous vous en doutez, je vous le recommande très chaudement, c'est le jeu qui m'a fait apprécier la difficulté et donner envie de faire du speedrun, et avec l'écriture de cette vidéo, j'ai fini par me laisser tenter par la suite. Que vous verrez probablement sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire. Sur ce, c'était Akoris, allez tchuss.